Voici à quoi ressemble le ski au temps du corona. Impossible d'échapper aux masques de protection. Ils sont obligatoires dans les files d'attente, dans les télécabines et même sur les téléskis. Mais rien ne semble pouvoir arrêter les skieurs, comme ici, début janvier, à Davos. Je pense que c'est bien que les masques soient obligatoires, simplement parce que c'est mieux en termes de protection. Et sinon, c'est comme quand on va en transport public. Les télécabines, ça ne change pas du train, alors c'est vraiment bien de porter un masque. La télécabine n'était pas du tout bondée. Il y a tellement de cabines qui montent régulièrement. Mais j'espère qu'une fois que tout sera rentré dans l'ordre, on pourra à nouveau respirer normalement et nous promener sans cela. Ça fait bizarre autant de monde, même si ce n'est plein qu'aux 2/3. Surtout lorsqu'il y a quelqu'un qui ne porte pas le masque correctement. Là, vous êtes content quand vous portez vous un bon masque. Beaucoup de skieurs ont opté pour le masque bleu désormais traditionnel, tandis que d'autres portent des masques tour de cou, qui offrent quelques avantages. Par ce froid, c'est idéal. Ça tient bien chaud et c'est un masque après tout. Il y a une doublure à l'intérieur, mais c'est un peu compliqué parce qu'il ne s'aligne pas tout à fait. Mais en gros, je pense que ces tours de cou sont bons. Divers fabricants ont réagi à la pandémie en proposant des foulards tour de cou qui promettent une protection spéciale contre les virus. Kassensturz en a testé 10. Certains fabricants promettent une capacité de filtration particulièrement performante qui répond aux 70% exigés par la Task Force nationale Suisse Covid. D'autres promettent une capacité de filtration encore plus élevée qui ne laisserait même pas passer les plus petites particules, les aérosols. On voit aussi fleurir de la publicité pour des tours de cou avec revêtement antiviral, censés tuer la plupart des virus présents sur le masque en quelques heures. À l'EMPA, le laboratoire d'essai fédéral sur les matériaux, le pouvoir antiviral fait l'objet de recherches intenses ces derniers mois. Des couches protectrices qui peuvent tuer les virus, c'est possible, mais ce n'est pas facile à fabriquer. Il y a des technologies qui fonctionnent en laboratoire. Le grand défi est de transférer la technologie au masque pour qu'il soit à la fois robuste et qu'il reste antiviral suffisamment longtemps. Kassensturz a choisi d'exclure l'effet antiviral des revêtements des critères du test parce que ce qui compte, c'est surtout la capacité de filtration d'un masque. Si le virus reste coincé à l'intérieur du masque, c'est déjà bien. Si en plus il est désactivé, tant mieux, mais l'important c'est qu'il ne passe pas. En d'autres termes, si un masque filtre mal et laisse passer beaucoup de particules, même une couche protectrice antivirale ne sert pas à grand-chose. À la Haute École spécialisée du nord-ouest de la Suisse, l'expert en aérosol Ernest Weingartner et son équipe ont déjà testé des dizaines de masques depuis le début de la pandémie. Cette fois, c'est au tour des tours de cou, 10 au total. On les a testés sur 2 points, le pouvoir filtrant et le confort à la respiration. Nous avons examiné les performances de filtration et la capacité à respirer avec ces masques. Pour la performance de filtration, nous testons une particule de la taille du micromètre à un débit fixe pour voir quel pourcentage est retenu. Et le test de chute de pression, c'est pour mesurer la capacité à respirer. Il y a un point de repère que vous reproduisez et vous examinez les variations. Pour le test, la technicienne de laboratoire découpe des échantillons de tissu de chaque masque, à la fois de la zone de filtrage et d'une zone en dehors de la zone de filtrage. Puis, on mesure quelle quantité d'aérosol de la taille d'un micromètre, c'est-à-dire 1 millionième de mètre, restera emprisonnée dans le tissu du tour de cou. Ça, c'est un générateur. Il produit des gouttelettes d'huile dans la zone que l'on veut tester. Ce sont des aérosols d'environ 1 micromètre. Ces gouttelettes passent ici en bas, elles sont stabilisées, puis on envoie ces particules dans le porte-filtre. Dans ce porte-filtre, on met un morceau du masque qu'on veut tester.
C'est comme ça qu'on voit quelles particules sont stoppées selon les types de masques. Les particules qui passent vont descendre ici en bas et à la sortie, on va mesurer à la fois le nombre et la taille de ces particules. L'appareil mesure aussi la capacité des utilisateurs à respirer à travers les masques tour de cou. L'idéal serait un masque qui filtre fortement et avec lequel on peut en même temps bien respirer. Mais les deux à la fois, ce n'est pas simple. 3 des masques testés offrent une bonne respirabilité. Ils promettent aussi un revêtement antiviral, mais leur pouvoir filtrant, lui, est jugé insuffisant. Au lieu des 70% recommandés par la Task Force, selon les modèles, seuls 9 à 27% des aérosols sont filtrés. Résultat insatisfaisant pour PAC Viral Off, acheté en ligne 19,90 francs. HAD masque pour visage Viral Off, 29,90 francs. Et le Airwing Scarf Mask, également 29,90 francs. À ces résultats, les fabricants répondent qu'ils ne font pas de publicité pour une capacité de filtration spécifique et que le test ne tient pas compte du revêtement antiviral qui protégerait contre le Covid-19. Sur ce point, l'expert est catégorique. L'essentiel est de filtrer et de retenir les particules. Le meilleur revêtement antiviral est inutile si le virus passe à travers le filtre. 3 masques tour de cou qui promettent un effet filtrant sont également jugés insatisfaisants. Montagnard, masque d'hiver Activa pour 28 francs. Lors du test, il n'a filtré qu'environ 36% d'aérosols. Hey, tour de cou Covid-19, performance de filtrage d'environ 45%, également insatisfaisant. Et le masque d'hiver Win, qui n'atteint pas non plus les 70% de capacité de filtration. Pour 2 des masques testés, la respiration était fortement entravée, mais ils sont jugés satisfaisants. Peter Tools Go Snow, 44,95 francs, et PAC Viral Off Filter. Ces 2 masques filtrent très bien dans la zone de filtration, mais seulement faiblement en dehors de cette zone. Un masque est jugé bon. Le Buff Filter Tube, les filtres de rechange doivent être achetés séparément. Un bémol, dès qu'on sort de la zone de filtration, moins de particules sont bloquées. Et le vainqueur du test avec mention très bien, Unrepa Livy Pro. Ce masque filtre plus de 98% des microparticules du test, et ce, sur l'ensemble de la zone mesurée. Si vous aimez dévaler les pistes, les masques tour de cou peuvent donc être une bonne alternative aux masques hygiéniques. Encore faut-il choisir le bon. Sujet adapté par Maya Cholet. Les fabricants des produits misant uniquement sur la filtration jugés insuffisants réagissent. On écoute le directeur de Montagnard. Nous avons fait tester nos masques dans un labo accrédité en Suisse, par un laboratoire qui nous a été recommandé par l'OFSP lui-même pour tester ce genre de masque en tissu. Dans ces tests, nous avons obtenu de très bons scores avec une capacité de blocage des particules de plus de 95%. On a aussi fait tester les masques par les producteurs en Europe. Et là aussi, les résultats étaient très bons à chaque fois. C'est pour ça qu'on ne comprend pas ce résultat. Enfin, on ne comprend pas ces différences dans les résultats actuellement. Mêmes arguments du côté de Hay qui écrit « Nous avons fait faire des tests complets en Suisse par l'Institut SQTS recommandé par l'OFSP. Nous avons obtenu de très bonnes évaluations sans exception. » Enfin, Win se réfère également à des tests réalisés en laboratoire et affirme avoir réussi ces tests avec des résultats remarquables. Nos collègues de SRF, eux, ont refait tester ces 3 modèles. Les résultats sont restés insatisfaisants. Il y a quelques jours, UBS annonçait la fermeture de près de 20% de ses succursales. La tendance est la même chez Crédit Suisse, les guichets sont en train de disparaître. Aujourd'hui, la banque se fait virtuelle et à côté de l'e-banking des grands établissements, de nouveaux acteurs bousculent le marché, les néobanques. Le reportage de Serge Anderlin et Yves Pouliken. Le croisement des trams sur la Paradeplatz à Zurich, un jour de janvier. La Suisse, la banque, le prestige, dans l'imaginaire collectif helvétique, cette place est le nombril du monde.
Mais ces bâtiments sont un symbole révolu. Parce qu'une banque, désormais, ça tient dans la main. Aujourd'hui, une banque, c'est ça. Il faut un smartphone, un doigt et des applications. On a par exemple TransferWise. Alors on voit que le compte est en plusieurs monnaies. On peut avoir des euros, des francs suisses, des livres sterling, des dollars. On peut ajouter par exemple une balance. Balance, hop. Tiens, je vais me rajouter une balance. J'ai besoin d'un compte en l'œil roumain. Et toc, voilà, mon compte est aussi en monnaie roumaine désormais. On peut faire bien des opérations, à commencer par ces paiements, et ce ne sont pas les offres qui manquent en ce moment. Les néobanques se multiplient en effet pour se disputer les clients. La plupart de ces néobanques sont gratuites, il n'y a pas de frais d'utilisation, contrairement aux banques actuelles qui ont vu leurs frais de gestion augmenter, c'était à peu près de 42% depuis 2012 selon nos calculs. Donc là, elles sont gratuites, elles n'ont pas de frais. Les taux de change sont bien meilleurs et il n'y a pas de frais de transaction quand vous payez à l'étranger. Ce qui est extrêmement intéressant quand vous êtes à l'étranger ou quand vous payez en ligne sur un site qui est basé à l'étranger. Donc elles sont très intéressantes, mais aussi les applications qui sont parfois plus agréables que les applications des banques traditionnelles. Mais avant d'aller plus loin, souvenez-vous, pendant longtemps, une banque, c'était un univers à part, le nec plus ultra, des cravates et beaucoup de marbre. Le hall d'une grande banque, à la fois point de départ et d'arrivée d'une quantité d'affaires commerciales et financières. Commerce de l'argent, de billets, de papier valeur qui affluent ici et en repartent pour nourrir l'artisanat, l'industrie, le commerce. La banque travaille avec l'argent des autres, elle le redistribue et le fait fructifier. Être banquier, ce n'est pas un métier, c'est 20 métiers. Aujourd'hui, c'est plus simple. Sans aucun banquier à l'horizon, nous tentons l'expérience d'ouvrir un compte dans une néobanque. Alors, on va essayer. Alors, prénom. Nom de famille, date de naissance. Tac. Accepter des clauses. Jurer et promettre qu'on n'est pas américain. Et ça continue. Vérification d'identité. Nous vérifions rapidement ton identité, prépare ton passeport ou ta carte d'identité. Scanner sa carte d'identité. Un petit selfie. Et cerise sur le gâteau, la biométrie du visage. Il n'y a plus qu'à attendre quelques jours avant que le compte soit actif. Cette banque sans banquier, nous partons à sa recherche. Toujours Zurich, loin du luxe de la Paradeplatz. Dans ce triste cube en béton des années 70, une petite équipe a pris possession d'un étage. C'est le quartier général de Néon, la néobanque dans laquelle nous venons d'ouvrir le compte. Ce jour-là, à cause du télétravail, ils ne sont qu'une poignée au bureau. Mais même en temps normal, les effectifs sont réduits. Les fondateurs de Néon sont allemands, ce secteur bancaire helvétique assoupi, ils veulent le réveiller. Les prix des services bancaires en Suisse n'ont pas arrêté de grimper tout en devenant moins transparents. Les banques sont de plus en plus éloignées de leurs clients et de leurs utilisateurs. C'est ça que nous voulons changer. Tout est très bureaucratique, il y a encore de la paperasserie, si bien que la perception du client, c'est qu'il est une vache à lait, bien plus qu'un client estimé par sa banque. Vous l'avez compris, les fondateurs de cette start-up ciblent les banques helvétiques là où elles ont pêché ces dernières années, en augmentant sans cesse leurs tarifs sans se justifier. Mais le bas blesse aussi ailleurs. Ce qui nous a le plus surpris, c'est à quel point les banques suisses sont en retard sur le numérique pour les clients ordinaires, ce qu'on appelle le retail banking.
La principale raison, c'est qu'il n'y a pas de compétition entre elles. Ça ne les intéresse pas, parce qu'elles gagnent bien assez dans de nombreux autres domaines, comme la gestion de fortune, le private banking. Alors que c'est le contraire dans de nombreux pays depuis la crise financière de 2009. Toutes les banques se battent pour acquérir les clients, quels qu'ils soient. Cette compétition, elle commence enfin en Suisse, mais avec d'autres critères. Dans ce sens, il faut comprendre Neon davantage comme une start-up qui offre certains services bancaires ordinaires plutôt que comme une banque universelle. Neon n'est pas à proprement parler une banque. Ce que nous offrons à nos clients, c'est un compte en banque en Suisse auprès de la banque hypothécaire de Lenzburg en Argovie. C'est une petite banque, mais très solide. Nos clients obtiennent ainsi la sécurité d'une banque suisse. En clair, nos clients sont aussi en même temps ceux de cette petite banque, mais c'est nous qui gérons la relation client. C'est une structure hyper légère, loin des dizaines de milliers d'employés des géants bancaires. Neon est une petite équipe flexible de 25 personnes. Le siège est à Zurich, où nous nous occupons de tout sauf du développement logiciel, qui se fait à Munich et à Belgrade. Nous sommes très satisfaits de 2020. On est passé d'un peu plus de 10 000 à 50 000 utilisateurs et utilisatrices. Preuve de l'intérêt suscité par cette banque nouvelle formule, les investisseurs se bousculent au portillon. 50 000. Les levées de fonds se succèdent et certains grands groupes comme Tamedia ou Helvetia sont devenus actionnaires. Le compteur à nouveaux clients peut continuer à tourner. Londres, où tout a commencé il y a moins de 10 ans. La fintech, comme on l'appelle, est un secteur qui va peut-être réserver aux banques classiques ce que Uber a fait aux taxis. En langue actuelle, une disruption, en français, une démolition. Lancé par deux Estoniens, TransferWise est l'un des principaux acteurs. À cause du confinement au Royaume-Uni, nous retrouvons l'un de ses dirigeants par visioconférence. Des clients suisses, vous en avez combien ? Nous ne donnons pas de chiffres spécifiques par pays, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons maintenant globalement 9 millions de clients et ça augmente. Nous avons 10 000 nouvelles entreprises de plus chaque mois et on traite l'équivalent de 5 milliards de francs suisses par mois pour ces clients. Comme nous sommes moins chers que la concurrence, nos clients économisent collectivement environ 1,2 milliard de francs en frais bancaires chaque année. Principal argument, les transferts sont presque instantanés. Dans un tiers des cas, il faut moins de 20 secondes entre le déclenchement du virement et sa réception sur un autre compte n'importe où dans le monde. Nous sommes d'abord une société de technologie numérique, mais notre autorisation d'exercer implique que nous répondions aux mêmes critères de sécurité que ceux auxquels les banques sont soumises. Le régulateur nous oblige à couvrir 100% des fonds de nos clients. Par ailleurs, nous ne proposons pas de crédit ou de prêts hypothécaires comme le font les banques classiques, ce qui nous évite de prendre des risques et d'exposer les dépôts des clients. Enfin, les opérations des clients privés et celles des entreprises sont traitées par des départements soigneusement séparés. La révolution numérique dans le monde bancaire va se poursuivre à marche forcée. Vous savez, le coût de la numérisation des services a beaucoup baissé. Donc, je laisse encore 3 à 5 ans aux banques classiques pour s'adapter, parce que le coût des transferts d'argent va continuer à diminuer drastiquement. L'homme que vous venez d'entendre n'a pas mis les pieds dans une banque physique depuis 5 ans et il n'est pas le seul. Partout dans le monde, les succursales disparaissent.
Succursale ou pas, pour le client, ce qui compte, c'est aussi le coût de ses offres. On retrouve notre maître des comparaisons, Stéphane Fontanet. Bonsoir. Bonsoir Linda. Alors Stéphane, avec l'aide de la société de conseil VZ, vous avez décortiqué l'offre d'une vingtaine de banques en ligne, hors ligne et de néobanques. Qu'est-ce que vous avez comparé exactement ? Alors, on a pris un scénario avec un couple qui fait un certain nombre de transactions par an, qui a une carte de crédit, une carte de débit. Et c'est un couple aussi, c'est important de le dire, qui possède 25 000 francs sur ses comptes en banque. Alors, on commence par les prestations hors ligne avec un couple qui fait tout au guichet, au bancomat et puis avec du bon vieux papier. Quelle est la banque la moins chère de notre panel ? La moins chère, c'est la Banque cantonale vaudoise. Elle revient pour un couple à 252 francs par an. Et puis après, pour les plus grandes banques, on trouvera PostFinance 254, la Banque Migros à 336, le Crédit Suisse à 340. Ensuite, on saute à l'UBS 364, la Raiffeisen 389. Si on est sociétaire, on va payer 100 francs de moins environ. On avait pris le cas de non-sociétaire. Et puis, la Banque cantonale de Genève coûte 413 francs par an. Et la plus chère, c'est la Banque cantonale du Jura, 483 francs pour un couple. Ouais, donc ça va pratiquement du simple au double. On passe maintenant aux prestations en ligne des banques traditionnelles. Et là, c'est à nouveau la BCV la moins chère. Exact. À 122 francs par an, c'est la moins chère. Il faut quand même avoir 15 000 francs sur le compte. Autrement, vous payez 180 francs minimum. Puis après, pour les plus grandes banques, on retrouve l'UBS à 180 francs, PostFinance 237. Ensuite, on saute à la Banque Migros 294, la Banque cantonale genevoise 301 francs, le Crédit Suisse 340 et la plus chère, c'est la Raiffeisen 343 francs si vous n'êtes pas sociétaire à nouveau. Ouais, précisons que là, la liste des banques n'est pas complète, ce serait beaucoup trop long, mais vous trouvez évidemment tout ça en détail sur notre site abe.ch. Stéphane, globalement, est-ce qu'on peut dire que tout faire en ligne, eh bien, ça revient moins cher que de faire ces opérations au guichet ? Bah oui, c'est vous qui faites le travail, ça revient quand même moins cher. Il y a 6 banques pour lesquelles vous allez payer entre 100 et 300 francs de moins si vous faites les choses vous-même, donc par an. Et la plus grosse différence, c'est pour la Banque cantonale du Jura. Là, c'est 311 francs de moins par an si vous faites tout en ligne. On termine avec les néobanques. Alors, on l'a dit, hein, l'offre n'est pas aussi large en termes de prestations que dans les autres établissements. Impossible de faire une hypothèque, par exemple, ou d'avoir accès à de la gestion de fortune dans une néobanque. Par contre, avec notre scénario, la comparaison reste tout à fait faisable. Vous avez retenu 5 établissements, lesquels ? Alors, on a retenu 3 néobanques pures et dures, puis 2 issues des banques traditionnelles, Crédit Suisse et la Banque Claire. Et pour quelle raison vous les avez mis dans cette catégorie néobanque ? Alors, ce sont des produits sur smartphone avec des prestations qui sont plus limitées qu'avec un compte traditionnel. On trouve là-dedans la moins chère, qui est Yapil, 89 francs. Ensuite, on passe à ZAC, qui est à 122 francs, donc pour la Banque Claire. Puis Neonfree, 132. Ensuite, on trouvera le Crédit Suisse avec CSX Premium Black qui coûte 222 francs par an. Et N26 revient, lui, à 255. Alors, vous allez me dire, et Revolut ? Revolut ne nous a jamais répondu, malheureusement. Aucune transparence du côté de Revolut. Exact. Merci beaucoup, Stéphane, et à très bientôt. À bientôt. Alors, banque classique ou néobanque ? À côté du prix des prestations, il y a aussi la sécurité des avoirs et la qualité du service. À ce propos, converser par message avec un robot, ça a ses limites. Une banque sans banquier, est-ce bien raisonnable ? Pour répondre à nos questions, nous sommes allés à Montreux retrouver le spécialiste économie de la Fédération romande des consommateurs, lui aussi en télétravail. Première question, dois-je faire confiance à mon banquier virtuel ? Vous avez des banques qui ont que des conseillers qui sont des robots, des intelligences artificielles qui fonctionnent encore maintenant assez pauvrement. Disons que vous posez des questions, vous n'obtenez aucune bonne réponse. Donc pour l'instant, c'est un complément, c'est un début. Dans 10-20 ans, ce sera peut-être différent, mais pour l'instant, ce n'est pas la panacée ou bien la solution unique pour le monde bancaire. On peut aller essayer de poser des questions à l'intelligence artificielle. Il dit qu'il est à l'étranger. Et là, quand on lui pose la question « Dans quel pays vous trouvez-vous ?», on voit qu'il n'a pas compris la question qui semblait assez simple. Je vais lui demander peut-être d'autres choses. Quel est mon solde ?
Alors, ça semble être une question trop compliquée pour lui, puisqu'il a de la peine, il ne répond pas. Je n'ai malheureusement pas compris ta question, peux-tu reformuler? Et c'est généralement ce qui se passe à chaque fois que j'ai écrit à la banque. Donc ça marche pas. Autre inquiétude, que fait-on de mes données? Revolut a commencé avec la gratuité et depuis 1 an, ils font le commerce des données de leurs clients. C'est-à-dire, ils ont changé leurs conditions de confidentialité. Et en fait, c'est plutôt les données du client, c'est la monétisation des données des clients qui sont leur modèle d'affaires. J'utilise un petit peu Revolut pour les paiements principalement à l'étranger. Comme tant d'autres applications sur nos smartphones, celles des néobanques sont soupçonnées d'être des aspirateurs à données. Du change. Pour y voir plus clair, nous allons consulter une avocate qui se penche sur ces questions de plus en plus fréquentes pour les utilisateurs. Je pense que c'est effectivement une mine d'or. Le big data, c'est le but de toute entreprise. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre de cibler mieux les attentes des consommateurs, de cibler de nouveaux clients, de fidéliser ses propres clients. Donc c'est une réelle mine d'or. Et nous, consommateurs, je pense, devons être sensibilisés à ça parce que ces données peuvent être utilisées à notre compte, en réalité. On aura l'impression d'avoir un libre arbitre, ce qui n'est en réalité plus vraiment le cas. Et ces néobanques, que font-elles avec nos données? Alors, je pense que la banque fait une étude des données qu'elle obtient. La question est, est-ce qu'elle les envoie à d'autres sociétés? Alors, hors du groupe, c'est une première question, ou est-ce qu'elle les garde à l'interne de ce groupe? Parce que les banques sont titulaires d'autres sociétés, je pense. Et puis la question, c'est est-ce qu'elle vend les données de façon anonyme ou non anonyme? Face à ces doutes, les acteurs se défendent. On retrouve le responsable de TransferWise à Londres. Nous ne revendons pas vos données, ça c'est le point 1. Et 2, dans chaque pays, nous suivons les mêmes règles que les banques, qui ne peuvent pas le faire non plus. En Europe, c'est le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Donc, nous n'utilisons vos données que pour faciliter vos transactions. Le discours rassurant sur les données est identique à Zurich, chez Néon. Bon, ils sont sécurisés, ils sont tous enregistrés qu'en Suisse et puis ils sont donnés à personne d'autre que Néon et la banque. Alors là, il n'y a aucun risque, comme chez toutes les autres banques. Autre interrogation, les néobanques sont-elles vraiment soumises aux mêmes règles que les autres? Pour le savoir, il faut pousser la porte de la FINMA, l'autorité de surveillance fédérale des marchés financiers. En temps normal, il y a 300 personnes dans ce bâtiment administratif, mais ce jour-là, ils ne sont que 3, 2 réceptionnistes et notre interlocuteur. En Suisse, toutes les banques doivent remplir les conditions stipulées dans la loi, indépendamment du fait ou de leur modèle d'affaires, soit une offre plutôt numérique ou une offre traditionnelle, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Donc, elles doivent se doter de suffisamment de capital et de liquidité, et de l'autre côté, elles doivent s'organiser d'une façon adéquate pour qu'elles puissent faire face aux risques spécifiques de l'institution. Dernier point, mon argent dans une néobanque est-il garanti? Vous êtes soumis aussi au mécanisme qui s'appelle la garantie des dépôts. Donc, tous les dépôts individuellement à concurrence de 100 000 francs suisses sont garantis, même en cas de problème. Pour les néobanques enregistrées à l'étranger, par exemple au Royaume-Uni ou en Allemagne, ce sont les règles nationales de garantie des dépôts qui s'appliquent. Elles sont quasiment identiques à celles en vigueur en Suisse. Face à cette nouvelle concurrence, les banques traditionnelles ripostent. Crédit Suisse envisage par exemple des succursales d'un nouveau genre et développe des applications pour accéder à ces prestations. Regardez bien ces images, car elles préfigurent l'avenir d'un des premiers secteurs économiques du pays. Ceci est une succursale de banque d'un nouveau genre. Elle devrait bientôt tout ressembler à ça.
Le client vient pas seulement pour les transactions financières avec un conseiller, mais c'est aussi un endroit de rencontre interactif, moderne, avec des zones coworking qu'on peut aussi mettre à disposition. Vraiment un endroit où on veut accueillir des clients et des non-clients pour interagir, pour se rencontrer. Le café est même gratuit pour ceux qui viennent travailler ici. Effectivement, le café est mis à disposition. C'est la première fois qu'une banque suisse offre quelque chose gratuitement ? Non, parce que déjà aussi le produit CSX, dans son version de base, est gratuite, le compte privé avec ses débits Mastercard. Alors c'est très facile. Notre solution, je peux vous la montrer comme ça. L'application CSX est l'arme principale de la riposte de Crédit Suisse face à l'offensive des néobanques. Je vais vous montrer. Alors il y a deux possibilités pour ouvrir le compte. On a la solution qui est avec 0 frais et l'autre solution qui a des frais très bas. Ces néobanques secouent un peu le cocotier. Elles avaient sûrement tendance à se reposer un peu sur leur laurier, à augmenter les frais bancaires. Et là, en fait, on voit de nouveaux acteurs qui leur mettent une certaine pression, qui leur disent « Oh, il faut peut-être un petit peu changer le modèle et faire des paiements à la seconde. On peut le faire. Pourquoi est-ce que ça prend 5 jours pour faire un virement chez vous? Pourquoi est-ce que ça doit coûter aussi cher ?» Les grandes banques ont mis du temps à réagir. Comme c'est souvent le cas en Suisse, on laisse les autres expérimenter en premier et puis elles ont compris. Ça nous a surtout montré à quel point les opérations bancaires peuvent être faites de manière simple, justement sur le smartphone. Mais nous voulons aller plus loin et aussi offrir la palette globale des offres d'une banque universelle. Bien sûr, avec le produit de base, le compte privé, la débit Mastercard gratuit, on ne va rien gagner. Mais le but, c'est effectivement après de développer, que le client utilise vraiment toute sa banque sur le bout des doigts sur le smartphone, avec les hypothèques, la planification financière, des investissements, avec les assurances. Et puis c'est dans ces domaines-là, après, qu'on arrive plus à rentabiliser tout ceci. La banque traditionnelle ne va donc pas forcément mourir sous les assauts numériques, mais elle va devoir maigrir pour s'adapter à son époque. Le remplacement programmé du guichet par des espaces de convivialité est une première étape. Bientôt, ce sont les hypothèques et les crédits qui débouleront sur l'écran de nos addictions numériques. Avant de refermer ce chapitre, le plaisir de recevoir Fabienne Schwertzel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère chez VZ, avec qui nous avons effectué ce comparatif banque classique versus néobanque. Alors, au niveau des prix, c'est vrai que les néobanques sont très attrayantes. Est-ce que c'est le seul paramètre qu'il faut prendre en compte quand on choisit son établissement? Non, alors absolument pas. Il faut toujours d'abord, en premier lieu, déterminer ses besoins. Parce qu'effectivement, on a des habitudes en ligne et hors ligne. Et en fonction de ça, une fois qu'on a déterminé ses besoins et surtout ses habitudes en termes de trafic de paiement, à ce moment-là, on peut ensuite faire une comparaison et puis ensuite en tirer des conclusions. À quoi est-ce qu'il faut être particulièrement attentif, par exemple ? Alors, quand même à différentes choses, effectivement. Est-ce qu'on a plus des habitudes en ligne et hors ligne? Parce qu'il y a des grandes différences en termes de frais à ce niveau-là. Et donc, bien cibler ses habitudes pour être sûr de choisir le bon modèle et de voir quel prestataire on veut choisir pour ça. Alors, on a comparé les frais de plein d'établissements. Quand même, l'impression qu'on a comme client, c'est que ces frais ont augmenté ces dernières années. Est-ce que ça se vérifie ? Oui, alors effectivement, on a pu constater que les frais bancaires, de manière générale, ont augmenté ces dernières années. Dans quelle proportion ? Alors, on va dire sur les frais des comptes, principalement, depuis 2015, on est quand même sur une augmentation d'à peu près 7,5%. 7,5%. Et si on remonte un petit peu plus loin dans le temps, il y a une vingtaine d'années, c'était quasiment rien, en fait, les frais. Non, alors ils étaient beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Et on a une augmentation bien plus importante encore que depuis 2015. D'où l'importance vraiment de comparer, d'être attentif, d'autant plus qu'il y a des pièges, en fait, des frais cachés là où on ne les attend pas. Parfois, est-ce que vous avez des exemples ? Oui, alors par exemple, un exemple tout simple, si tout d'un coup on perd sa carte et on souhaite bloquer sa carte, eh bien à ce moment-là, ça vaut clairement la peine de faire la démarche en ligne pour bloquer la carte plutôt que de téléphoner, puisque certains établissements peuvent prélever des frais jusqu'à 55 francs si on appelle pour bloquer sa carte. Donc quelque chose qui est extrêmement simple à faire soi-même aussi. Les retraits au guichet, ça peut coûter quelques francs à chaque fois. Oui, il y a également certains prestataires qui, lors des retraits au guichet, prélèvent des frais. Donc ça peut aussi aller jusqu'à 5 francs par retrait, ce qui peut vite aller relativement cher. Oui, même dans la banque dont on est client, pas quand on va dans une autre banque. Oui,
Absolument, au guichet, tout à fait. Ouais, donc ça se cumule assez vite, ça peut faire des montants importants. Et puis, des choses auxquelles on ne pense pas, mais par exemple, une demande, enfin un ordre de paiement par courrier, ça peut coûter des dizaines de francs. Oui, alors ça, c'est plutôt à éviter. Plutôt utiliser les bulletins de versement des banques plutôt que, effectivement, d'écrire une lettre avec un ordre de paiement qu'on adresse directement à la banque. Ça peut vite se chiffrer à quelques dizaines de francs. Ouais, jusqu'à 60 francs chez UBS. Merci beaucoup, Fabienne Schwertzel. Merci à vous. Et très belle soirée à vous du côté de Genève. Merci, bonne soirée. Merci. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. Il y a tout juste 50 ans, les Suisses, enfin les hommes suisses, se prononçaient sur le droit de vote des femmes. Un oui à 66%, au terme d'une campagne marquée par des arguments édifiants. Les opposants voulaient éviter les bisbilles politiques dans les foyers et protéger les femmes des partis politiques. La pub, toujours révélatrice de son époque. Au chapitre consommation, on se penche donc sur l'image de la femme dans la publicité, l'image de la femme qui fait vendre. Écoutez ce que disait à ce sujet ce petit roman, il y a 50 ans justement. J'aimerais bien un petit peu savoir pourquoi est-ce que souvent dans les journaux comme les illustrés, il y a souvent des gens qui sont dessus avec des femmes nues, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il y a souvent ça? Car à l'époque, dans la pub, la femme est souvent courvêtue, nunuche et soumise. Petit voyage dans le temps. Monsieur le directeur, je serais heureuse que vous fassiez à nos amis les honneurs de notre banque. Mais avec joie. Mais permettez que je vous présente d'abord notre personnel qui se tient toujours à votre disposition. Ce jeune cadre plein d'allant, espoir de notre maison. Nous sommes les secrétaires, messagères d'aujourd'hui, ballerines de la machine, Amazon du téléphone. Le blanc fraîcheur de Pepsodent. Nescafé Gold a encore été amélioré. Il a encore plus d'arômes, encore plus de saveurs. Le nouveau Nescafé Gold est unique. Vous le reconnaissez à l'homme sur l'étiquette. Un café sans pareil. Le nouveau Nescafé Gold. Puis-je vous servir? Merci, pas encore. Excusez-moi. Je vous en prie. Je voulais juste profiter de l'occasion. Oui? Pour vous poser une question. Faites. Avec quoi lavez-vous les verres? Avec Dishlave dans le lave-vaisselle? Dishlave. Nous avons demandé à quelques-uns des milliers d'employés Migros ce qu'ils souhaitaient à leurs clients. Moi? J'espère pouvoir de nouveau vous accueillir à ma caisse l'année prochaine. Ah oui, j'ai décidé d'être encore plus souriante avec mes clients. Ah, comme toujours, dans notre Migros, tout devra reluire. Nous envisageons tous l'avenir avec optimisme, car nous avons confiance en notre clientèle et en la Migros. Un demi-siècle plus tard, est-ce que c'est mieux? On en parle avec vous, Clara Cliva. Bonsoir. Bonsoir. Chercheuse associée à l'Université de Fribourg, vous avez notamment étudié l'image de la femme et de l'homme dans la publicité. Quand on voit ces spots d'il y a 50 ans, qu'est-ce qu'ils disent de la place de la femme à l'époque ? Oui, alors effectivement, la publicité est un révélateur de nos tendances sociales, un miroir déformant, certes, parce que caricatural et stéréotypé, mais qui donne d'excellents indicateurs quant à nos représentations collectives. Alors ici, on voit bien l'image d'une femme qui reste encore très bonne à tout faire, ménagère, mais qui sort de chez elle, qui travaille, qui s'émancipe, et ce mouvement va se poursuivre dans les années 80 à 90, avec un renversement des rôles et l'image d'un homme qui, elle, se voit fortement dégradée, le macho ne faisant plus du tout recette. Oui, parce que là, la femme, on la voit au travail, effectivement, mais dans des fonctions subalternes, alors que les postes de directeurs sont encore occupés par des hommes dans ces publicités.
si on parle de la société suisse, la femme mariée, jusqu'en 1988, elle avait besoin de la signature de son mari pour pouvoir ouvrir un compte en banque. En 1988, donc, elle gagne une forme d'indépendance. En quoi est-ce que ça change la place que lui réserve la publicité ? Oui, il y a énormément de choses qui ont changé. Il faut bien se rendre compte que tout d'un coup, on s'est aperçu que le sexe dit faible ne l'est pas. Par exemple, les femmes ont fait tourner l'économie en enfilant le bleu de travail de leur époux dans les usines pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a tous les mouvements issus de mai 68. On a effectivement le droit de vote en 1971. Et puis, cette chose très importante, les femmes peuvent disposer de leur argent, ouvrir leur propre compte bancaire sans l'autorisation, la signature de leur mari. Et ça change tout parce qu'elles ont non seulement le pouvoir décisionnel, mais aussi le pouvoir d'achat. Et ça, vraiment, ça rend les femmes tout de suite plus intéressantes et intelligentes. Et pourtant, 2019, 23% des plaintes déposées auprès de l'autorité de contrôle de la publicité en Suisse dénoncent encore des publicités sexistes. Pourquoi est-ce que la femme reste prisonnière des stéréotypes, finalement? Soit c'est un peu la mère au foyer, comme on le voit dans cette publicité pour le beurre, soit objet sexuel, comme on le voit dans cette publicité Yves Saint Laurent. Oui, alors ici, on a vraiment ce courant qui est issu de la vague du développement de l'industrie pornographique, ce qu'on a appelé le porno chic, où on assiste à une hypersexualisation, voire à une chosification de l'être humain. Je dis l'être humain parce que ça, c'est valable aussi bien pour l'homme que pour la femme, où on va dépecer, découper le corps, le présenter comme sur l'étal d'un boucher, par morceaux, une paire de seins, des jambes, et on assiste vraiment là à un avilissement total, à un sexisme pur et dur, parce que tout simplement, ça fait vendre. Demain, est-ce qu'une publicité sans sexisme, c'est possible ? Alors là, c'est une grande question. Oui. Dans l'espace public, dans l'espace privé, ce sera beaucoup plus difficile. Ouais, parce qu'aujourd'hui, la publicité sur Internet, elle est très ciblée, personnalisée en fait. S'il y a deux mots à dire pour la pub de demain, c'est vraiment privacité et inconscient. Donc, on va avoir des outils qui vont permettre véritablement de cibler les publicités et de s'adresser directement à un homme ou à une femme. Et évidemment, là, on va adapter son message à la personne concernée avec des outils comme le branding, où il s'agit vraiment de marquer les esprits, comme on marque le bétail au fer rouge, d'imposer sa propre marque et de faire vivre, de vous vendre non pas un produit, mais vraiment une expérience publicitaire, une intensité de vie. Mais il faut bien imaginer qu'on n'a pas toujours conscience quand on clique sur son smartphone qu'on donne accès à sa propre intimité, à sa sphère privée, et qu'on a affaire à des machines qui connaissent tout de nous, de nos goûts, de nos désirs, et aussi de nos craintes, de nos phobies. Donc imaginez un petit peu ce que cela peut donner. Donc un consommateur, une consommatrice avertie en vaut deux, mais ici l'enjeu est de taille puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de notre liberté de penser. Une expérience publicitaire qui devient privée, individuelle, de plus en plus subtile. Merci beaucoup Clara Cliva et très belle soirée à vous du côté de Berne.